Voilà. Alors, bienvenue encore à Emmanuel Jalbert et Astrid Hervieux. Donc, quand on a ouvert l'exposition, enfin 2 semaines avant d'ouvrir l'exposition Pièces à conviction, le résultat du concours a été dévoilé. Enfin, pas encore tout à fait. Quand on a imprimé nos cartons d'invitation, on n'avait pas le droit on a pu mettre les noms, mais on n'avait pas le droit de parler du projet encore. Il y avait encore un embargo. Donc, c'est un projet tout frais. Le dernier concours qui a lieu dans l'Ouest lausannois. Donc, on est très content que les auteurs de ce projet viennent nous en parler ce soir et nous parlent aussi de leur projet en général. Emmanuel Jalbert est paysagiste dans l'agence In Situ à Lyon et Astrid Hervieux est architecte urbaniste dans le bureau FHY à Paris. Voilà, je vous passe la parole. Voilà, ça marche. Donc, bonsoir, je tiens à remercier Archizoom pour nous donner l'occasion, nous donner la parole et l'occasion de présenter le projet. C'est toujours très enrichissant de pouvoir présenter son travail, de prendre la peine de l'expliquer à un maximum de personnes. Remercier la maîtrise d'ouvrage qui nous a chaleureusement accueillis jusqu'à présent en nous permettant de nous intégrer à une exposition qui a une exposition que je trouve très intéressante, un peu situationniste. Donc on est content de faire partie d'un projet collectif. Donc je vais dire 2 mots pour étoffer notre présentation. Donc Emmanuel Jalbert, d'In Situ, donc paysagiste urbaniste, dont la réputation n'est plus à faire, qui a de nombreuses références, qu'il vous présentera bientôt. Et donc nous, qui par comparaison sommes plutôt une jeune agence, puisqu'elle n'a que 6 ans. Nous avons fondé notre agence en 2006. Et donc nous sommes architectes urbanistes. Cette notion a son importance dans le sens où, effectivement, pour faire un projet urbain, c'est important aussi d'aborder et de connaître les contraintes de l'architecture. Donc on travaille également sur des projets de construction, dont, vu la jeunesse de notre agence, commence tout juste à sortir, donc des logements, des bureaux, voire des équipements, des ouvrages d'art. Et c'est important de connaître donc le processus de construction, puisque en tant qu'urbaniste, donc dans le cadre de Mallet, on intervient plutôt en tant qu'urbaniste, on doit passer le relais à ces personnes-là, les constructeurs, les promoteurs, les architectes, tous les acteurs de la construction. Donc ce qui rend l'approche de nos projets sans doute plus pragmatique et plus réaliste. Donc un projet urbain devant pouvoir être approprié par les personnes qui viennent par la suite. Ça doit être un projet collectif et commun et sur lequel on peut s'entendre et pas un carcan réglementaire juste contraignant et peut-être déconnecté de la réalité. Donc ça, c'était ce qu'on va faire. On va vous présenter le projet de Mallet le plus complètement possible, le plus précisément possible, sachant que voilà, on vous présente le fruit de notre réflexion à l'issue du concours que nous avons remis et qui a été proclamé lauréat au mois de février. Donc effectivement, un projet assez frais. Alors voilà, Mallet s'éveille. Toute cette affiche dit déjà pas mal de choses. À savoir que voilà, la petite boule de gaz, à savoir le gazoduc, frétille d'impatience à l'idée qu'il se passe quelque chose dans ce quartier, dans cette friche. Donc ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'effectivement le quartier est prêt à recevoir quelque chose, à évoluer, à se reconvertir, comme c'est écrit là, mais sans pour autant renoncer à son identité industrielle. Voilà, c'est comme ça qu'on a abordé la question. C'est pas trouver une identité au quartier, mais révéler son identité. Comment on peut, dans un projet contemporain, révéler une identité, une histoire, une culture basée sur l'industrie et le passé. Voilà, juste pour resituer Mallet Centre dans son contexte, ça c'est une carte du SDOL. Voici Mallet Centre. Donc on s'intègre dans ce qui est appelé chantier 2, du grand schéma directeur de l'Ouest lausannois, qui va de Sébillon à Bussigny. Donc, nous sommes situés de façon relativement... Enfin, nous sommes d'ailleurs en partie sur le territoire de Lausanne, donc
plutôt à l'est, proximité donc du centre, déjà bien relié par le métro, par l'intermédiaire de la vallée de la Jeunesse, pas si loin du lac que cela, en tout cas à pied, et dans un secteur quand même assez urbanisé, puisque les communes de Prilly et Renan, bon, si je ne dis pas de bêtises, sont peut-être sans doute les communes les plus peuplées, mais je dis peut-être, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais bon, on est dans un secteur relativement urbanisé, donc où la densité n'est pas un choix incongru. On complète un morceau de ville dans un grand vide, mais qui s'inscrit déjà dans une urbanité bien inscrite. Donc on est sur le grand sillon ferroviaire est-ouest, donc Bussigny-Sébillon, qu'on voit bien sur cette image. Un grand sillon qui a une emprise sur le territoire extrêmement prégnante. Ça a été ce qui nous a frappé en premier. Donc cette grande liaison est-ouest territoriale énorme qui a contribué à basculer les terrains de l'ouest d'une culture agricole à une économie industrielle, donc à moderniser la ville, à l'enrichir, à la connecter avec des autres parties du territoire. Donc c'est tout un pan de l'histoire 19e, début 20e de la ville qui s'est inscrite dans le territoire et qui l'a marqué profondément. Voilà. Donc, attendez, voilà. Alors, le site... Ah, zut, pardon. Attendez, je me familiarise avec les outils. Voilà. Donc, Mallet Centre, c'est par ici. Voilà. Ce qu'on voit aussi sur cette carte, donc le grand sillon ferroviaire. Pardon ? Ouais, ça va. Le grand sillon ferroviaire qui s'accompagne de grands bâtiments, de méta-bâtiments à grande échelle, qui sont les pendants fonctionnels à ce mouvement, donc qui servent d'entrepôt, d'usine, de stockage, de fret. Nourricier donc en termes d'économie, de modernisation, mais éventuellement en énergie et en aliments. On a aussi les abattoirs qui sont abandonnés, mais voilà. Donc ça, cette grande évidence, cette grande liaison est-ouest, ça a été la première phase de notre réflexion et le premier geste d'insertion dans le site. Voilà. D'où le nom de coulisses en fait, qui évoque un peu le mouvement, un mouvement latéral. Est-ouest et qui était aussi un petit jeu de mots sur le théâtre qui occupe déjà le site. Donc voilà une idée aussi de ce que pouvaient être ces cathédrales industrielles, alors qui évidemment n'existent plus. On a tout de même actuellement des grands bâtiments qui sont le Cille et le Magésie, qui ne sont pas aussi pittoresques mais qui sont de grande ampleur. Voilà, alors le contre-champ, donc c'est-à-dire des cathédrales avec des contrastes volumétriques énormes, le grand silo qui n'existe plus, qui a été remplacé par justement le gazomètre, des bâtiments de grande portée avec des grandes toitures, des découpages, des pics, des beffrois en quelque sorte. Ce qui nous a inspiré pour la suite. On s'était dit que si on voulait garder une trace, en mémoire, ce qu'était entre guillemets la splendeur du site, la splendeur de ces architectures, c'était la notion d'échelle et de grande échelle, et d'ensemble et de contraste. Voilà. Donc, comme vestige industriel, il reste évidemment le fameux gazomètre qu'on a envie d'appeler boule de gaz, parce que c'est un petit peu plus rigolo, mais voilà, surtout quand on voit le dessin. Cette boule est déjà éminemment sympathique, rendue éminemment sympathique par cette illustration, qui en tant que telle, par sa forme, sculptural et le fait qu'on puisse, pour les plus téméraires, éventuellement grimper dessus, en fait déjà un élément d'attraction. Donc c'est déjà pas mal d'avoir des éléments attractifs sur un site, a priori, qui sert aussi d'entrepôt, presque de décharge pour des éléments. Donc c'est un atout majeur. Voilà. Les autres traces industrielles sont parfois assez ténues. On a une idée des réservoirs ici, quelques traces ferroviaires assez belles, mais abandonnées, mais qui marquent le site. On a par contre des éléments purement industriels, qui seront inamovibles. Je confonds les boutons, excusez-moi. Le poste électrique du Galicien, qui est un bâtiment, pour lui, alors du coup pas très beau, assez opaque, mais qu'il va falloir conserver. Donc on proposait de
d'utiliser la clôture puisque on doit se positionner en recul. On a des contraintes de recul, techniques de recul, donc éventuellement de travailler sur la clôture ou l'enveloppe de ce bâtiment. On a une centrale de chaleur qui alimente les grands bâtiments du site, qui seront un atout énergétique dans le sens où elle pourra fournir de l'énergie aux futures constructions. Bon. Mais bon, voilà, c'est pas si facilement intégrable que ça, mais ça donne ce fameux cachet un peu industriel au territoire. Alors, il y a évidemment un vrai patrimoine végétal qui existe, des arbres. Alors, excusez-moi, je ne suis toujours pas au point avec le pointeur. Des cèdres qui sont assez typiques des zones industrielles 19e, qui doivent dater de la même époque, de l'époque de la création de ces industries. Des saules. Un ruban boisé qu'on appelle forêt, mais qui est plutôt un cordon boisé. Et puis évidemment, toute la végétation pionnière qui vient investir les sites un peu abandonnés et qui donne tout cet aspect un peu romantique au sens 18e à ces friches abandonnées. Voilà. Donc, il nous paraît intéressant, et c'est ce qu'on fera, de relever les traces de cette végétation comme autant de points d'appui pour le futur projet. Voilà. Et ne pas oublier que le site est également habité, alors occupé par une église avec ses paroissiens qui la fréquentent. Donc évidemment, il n'est pas question de la bouger ou de la supprimer. Et l'équipement le plus important, c'est à savoir le théâtre qui existe là depuis à peu près 35 ans et qui est un atout majeur dans le sens où il attire du monde. Il peut faire venir des personnes qui, a priori, ne viendraient pas si le théâtre n'y était pas. Donc c'est un élément pour faire connaître le site à ne pas négliger. Donc c'est vraiment un pivot, on pense, pour le développement programmatique du quartier. Voilà. Et évidemment, alors même si je le disais tout à l'heure, le site est déjà desservi par un métro et des bus qui vont être remplacés par un tramway, si j'ai bien compris, plus au nord, va également être bordé par la ligne de RER, à savoir demain, puisque c'est à partir du mois de juin. Cette halte sera mise en service. Bon, et vous voyez, je disais que le site est habité, mais il y a beaucoup de personnes en fait. Les quartiers adjacents sont très, très fréquentés, les restaurants aux alentours sont bondés de monde. Donc c'est quand même, on sent que c'est un projet qui est prêt à exploser. Voilà, donc un petit récapitulatif. Le site tel qu'il est aujourd'hui, le Magésie, le CIL, des gros bâtiments, parce que quand on compare à ces logements, voire même à ces barres de logements collectifs, ce sont vraiment des gros gâteaux. Le théâtre, en plein cœur, si on trace les diagonales, on est au cœur du quartier. Le gazomètre, le cordon boisé, le PEG, alors inamovible avec sa barrière de sécurité en quelque sorte. Donc voilà, on est dans un plateau avec des grandes évidences est-ouest ici, que nous avons commencé à esquisser, mais néanmoins limité au nord et au sud par des frontières assez physiques. Cette ligne de barre de logement qui est assez haute, R+7 je crois même, qui se situe elle-même sur un talus. Donc on est assez encaissé, et à ce niveau-là, on est derrière le viaduc ferroviaire. Voilà. Donc on a une grande aisance de circulation dans ce sens-là, et un peu moins comme ça, on est bordé. Voilà, donc voici les premières directrices, les lignes directrices du projet, les grandes traversées, les coulisses, qui vont venir rejoindre les futurs et qui vont s'ancrer sur les potentialités de développement à l'ouest, dans le futur, et puis par ricochet, la vallée de la jeunesse, l'accès au lac, l'accès au quartier du Martinet, l'avenue de Mallet, et puis là encore, un espace majeur projeté, et puis un deuxième ancrage vers les quartiers futurs. Voilà, donc ça, voilà, zoom arrière, donc vous voyez un peu mieux ce que je viens d'expliquer, les grands espaces publics qui peuvent s'enchaîner de façon assez évidente. Voilà, alors bien entendu, ces tracés territoriaux sont un grand atout, mais il s'agit aussi de pouvoir reconvertir le quartier en un quartier adapté aux pratiques riveraines. Alors, excusez-moi, je crois que c'est mon téléphone qui sonne, c'est pas grave.
aux pratiques riveraines. Donc essayer de trouver, de forcer les liaisons avec les liaisons nord-sud, liaisons avec l'avenue de Longemal, ici. Donc on a esquissé des hypothèses de projet. Les liaisons avec tout ce qui est appelé le Strip, qui est également un quartier assez limité, assez cerné, donc avec un premier passage au niveau de la halte RER, qui débouchera sur l'espace majeur, l'espace public, la place de Mallet. Un deuxième passage ici, qui viendra retourner l'équipement commercial sur sa face actuellement arrière. Donc voilà, tout un enchaînement d'espaces qui, on l'espère, feront vivre le quartier. L'axe culturel, donc, qui vient relier tout ce complexe-là avec le théâtre, puis le parc du gazomètre. Voilà. Donc là, excusez-moi, je vais faire une pause, je vais éteindre cette alarme que j'ai là. Ah bah voilà. Voilà, excusez-moi. Voilà. La deuxième notion, c'est celle de densité, parce qu'évidemment, dans le programme, il y avait une forte pression sur la surface constructible. On est effectivement à 2 pas du centre, dans une zone déjà fortement dense, enfin assez dense en tout cas. On n'est pas dans une zone périurbaine, même si on est en périphérie de 3 communes par définition, puisqu'on est à cheval sur 3 limites communales. Donc toute la question, c'est comment faire dense et vivable. Donc c'est une vraie problématique contemporaine, puisqu'il s'agit de développer les villes sur elles-mêmes, de ne pas s'étendre, de proposer de la densité là où les transports peuvent mener les gens. Donc, à notre sens, on a développé un système de volumes contrastés qui permettent d'une part d'animer l'espace public, qui sont surtout constitués d'îlots complexes. On nous a fait une demande d'îlots mixtes, ce qui a une importance majeure, puisque pour faire un quartier dense, il faut que les espaces publics qui les bordent soient intenses. C'est-à-dire que les usages qu'on peut avoir de l'espace public soient complets. Si on n'a plus l'espace forcément chez soi pour avoir des espaces de réception ou de déambulation, de loisirs, il faut que l'espace public prenne le relais, que ce soit des parcs, des squares, éventuellement des cybercafés ou des équipements qui prennent le relais sur la cellule domestique. Donc on a développé, vous allez le voir peut-être sur les illustrations suivantes, tout un système d'imbrication des programmes qui permettent déjà morphologiquement de les assembler, parce que chacune a ses contraintes. Le logement doit, si possible, être de double orientation. Certains équipements et commerces demandent une autre profondeur que celle des logements. Donc, et troisième problématique, c'est qu'on a des stationnements à prévoir, même si évidemment on cherche à limiter l'impact de la voiture, mais on sait bien que la place de l'automobile est quand même pas complètement effacée. Donc, notamment dans un site pollué où on peut pas creuser pour fabriquer des parkings. Donc, on a aussi des astuces à trouver pour pouvoir intégrer des parkings hors sol sans qu'ils viennent stériliser l'espace public qui générerait autour d'eux. Voilà, donc on a une réflexion, tout un exercice à trouver sur la façon d'assembler les îlots entre leurs socles qui vont générer un espace public et des usages liés à leur proximité, et une qualité à trouver sur les émergences. Voilà, donc on a abouti à un peu ce système d'îlots de programmation en 3 dimensions, qui sont des dimensions en X et en Y sur l'espace public, et une programmation en hauteur avec un exercice de dialogue entre les volumes qui, d'une part, permettrait d'avoir une meilleure qualité d'ensoleillement, on l'espère, par un jeu intelligent de volumétrie, et fabriquer ce fameux paysage contrasté et animé sur le quartier. Alors d'ailleurs, c'était au programme de proposer une grande hauteur au niveau de la station de RER. Pour la petite histoire, il me semble que depuis l'arrière de l'escalier en bois de la cathédrale de Lausanne, on voit très bien la patinoire qui se situe par là, et qu'effectivement, une tour par ici, ça serait un élément
vu depuis un des monuments les plus célèbres de la ville, et notamment son escalier en bois. Donc je pense que ça peut fabriquer un emblème déjà visible depuis le centre de Lausanne. Voilà. Donc je parlais de pertinence entre les programmations de rez-de-chaussée et les volumétries, et l'espace public, pardon. Voilà. Donc ici, on est plutôt sur les îlots qui bordent le parc. Donc dans l'idée que un parc, ça apporte une vraie qualité de vie à des logements. Donc on pouvait monter un peu plus haut sur les espaces les plus dégagés. Voilà. Donc et on a réinterprété un élément du programme qui était la promenade fleurie, qu'on abordait en fait de jardins, ce qu'on a appelé de jardins familiaux, mais qui peuvent être des jardins associatifs. On vous montrera, on a développé ça sur d'autres projets, qui sont donc du coup des espaces entre l'habitat et l'espace public qui peuvent être néanmoins appropriés par les personnes qui habitent, les riverains, et qui ne sont pas purement publics, mais qui contribuent à animer le quartier dans un quartier de logement qui, lorsqu'il est trop clôturé, peut-être fabrique des quartiers d'habitation un peu stériles. Là, l'idée, c'est que tout participe de l'animation de l'espace public. Donc, voilà, d'où l'hypothèse de proposer ici des jardins associatifs, des jardins familiaux en pied d'immeuble. Voilà, je vais donner la parole à Emmanuel, qui va développer ces questions. Oui, donc c'est vraiment un projet à plusieurs mains où on s'est ingénié à essayer de croiser vraiment les pleins et les vides, le bâti et l'espace public. C'est aussi la particularité de ce concours puisqu'il demandait vraiment d'avoir un travail et les mandats qui suivent concernent à la fois les bâtiments, les fameux PPA et l'espace public. Donc c'est aussi pour nous quelque chose d'extrêmement important parce qu'on est convaincu que la ville se fait aussi par ses vides et par la qualité des espaces interstitiels. Donc effectivement, comme l'a dit Astrid, on s'est ingénié non pas à faire table rase de tout ce qui existait, mais au contraire de prendre appui sur toutes ces qualités. Ces fameuses coulisses, elles sont à une plus grande échelle tendues entre Lausanne et le Jura. Enfin, c'est vraiment une dimension qui nous a semblé évidente. C'est aussi la plus grande dimension du site qu'on a cherché à souligner à travers ce principe. Donc on voit sur ce... Alors, je ne sais pas comment ça marche. Je vais voir même quel problème. Non, zut. Alors là, j'ai gagné là. C'est bon. C'est ça, voilà. Bon. Donc tout prend appui sur cette orientation des voies ferrées, de l'avenue de Longemal, et sur ce système de coulisses qui sont aussi l'occasion de dessiner différents plans et de donner un peu plus de profondeur et d'épaisseur au territoire. Donc, finalement, ces coulisses, c'est une sorte de partition de musique sur laquelle viennent s'accrocher les pleins, les vides, les bâtiments, des points, des lignes, des surfaces. Mais c'est un peu une sorte de règle d'écriture. Alors, j'insiste sur le fait que, en aucun cas, ce projet, on l'a conçu comme un projet figé, mais plutôt comme un processus de transformation progressive. C'est-à-dire ces espèces de règles d'écriture vont me permettre d'ajuster le tir en fonction des différents projets qui vont venir. Mais c'est pour nous très important, on ne croit pas aux projets figés et ficelés, mais plutôt à des processus et à des logiques de mise en œuvre et de mise en place. Donc on voit aussi que cette grille, elle est croisée dans l'autre sens, par l'axe culturel, par un système de venelles, et que tout le propos, c'est aussi d'avoir des hiérarchies d'espace public. On a le parc, qui est effectivement un morceau très important, autour du gazomètre. On a toute une autre série d'espaces publics, des venelles, des cours, des places, une place, la place de Malais, qu'on a considérée comme une place ouverte, une place couverte, la place du théâtre. Tous ces enchaînements d'espaces sont essentiels. Et pour nous, le paysage, c'est aussi avant tout l'art de faire le lien entre tous les éléments constitutifs de ce quartier. Notamment, notre propos, c'est de ne pas considérer ce quartier indépendamment de tout ce qui l'entoure, mais au contraire, d'insister sur la couture. Et je pense que ce schéma exprime bien notre travail, savoir notre souhait vraiment d'accrocher et de faire que tout ce qu'on va faire sur Malais entretienne un rapport avec ses bords. Donc c'est aussi la vision qu'on a en plan, où on voit ce rythme qui est donné aussi et cette échelle. On est très attentif à la notion d'échelle et à la proportion des espaces. Donc on voit par exemple sur ce plan,
Bon, l'échelle du grand vide du parc, il nous semble qu'il faut vraiment trouver un vide qui soit à l'échelle du quartier, voire des deux communes et de l'ouest lausannois. Donc il ne faut pas hésiter à être très généreux sur ce parc. Et ce parc, on souhaite aussi qu'il trouve son prolongement à travers cette fameuse promenade fleurie qui s'étire de part et d'autre et qui va rejoindre des continuités avec la Veille de la Jeunesse, avec d'autres lieux. Donc c'est vraiment l'idée d'une porosité. Et grosso modo, c'est aussi un peu l'idée que c'est pas un parc qu'on viendrait installer au sein du quartier, mais que c'est le quartier lui-même qui quelque part est un parc. On voit bien ici le tissage et la densité des plantations qu'on propose au regard de la densité bâtie. C'est vraiment l'idée d'associer le végétal et le minéral d'une façon très très forte. On voit aussi ce système de lignes qui s'inscrit dans le sol, qui permet d'inscrire cette orientation principale et d'installer un vocabulaire continu, que ce soit sur la place, où ici c'est plutôt un espace ouvert avec des lignes de fontaine, la place couverte où c'est plutôt une canopée qui vient proposer de l'ombre, et puis d'autres espaces comme le bois qu'on vient conforter, et des bandes de jardins familiaux, enfin tout un gradient d'espaces extrêmement différenciés. Autre élément important, c'est l'eau. En fait, la particularité de ce site, c'est qu'il est pollué et que ça interdit de réinfiltrer les eaux pluviales, ce qui est une vraie contrainte. Du coup, on a proposé un dispositif et un système qui consiste à recueillir toutes les eaux, selon des cananettes, plutôt en surface, et à venir les stocker dans des systèmes de bassins linéaires. Un grand bassin autour de la boule de gaz, c'est l'occasion de stocker l'eau et peut-être de la réutiliser pour alimenter des jardins familiaux ou d'autres choses, voire pourquoi pas pour le lavage des rues ou d'autres choses. Enfin, c'est tout un système de collecte qu'on propose de mettre en place et qui va permettre de constituer aussi ce paysage. On voit ici depuis le haut de la boule de gaz la vue qu'on a sur le site. Donc on a effectivement quelque chose d'assez chaotique. En même temps, on a des bâtiments de différents types, mais avec toujours cette échelle importante. On voit aussi les grands arbres qui existent, qu'on va s'ingénier à conforter et à sauvegarder dans la mesure du possible. Et on voit ici, de façon très esquissée et sommaire, volontairement, on n'a pas cherché à faire des choses jolies, mais plutôt à exprimer l'espace. Il nous semble que une des premières qualités de ce territoire, c'est l'espace disponible qu'il offre dans une ville qui est quand même assez dense. Ici, on a la chance de pouvoir avoir de l'espace qui peut être transformé. Et le premier des luxes, c'est effectivement d'avoir, par exemple, une grande prairie pour s'asseoir dans l'herbe. C'est aussi la contrepartie à la densité qu'on cherche à avoir dans les bâtiments. Donc on peut accepter d'avoir une densité du bâti dans la mesure où on a des espaces publics qui sont généreux. On voit ici donc le théâtre. Je suis passé trop vite, c'est pas grave. On voit ici le rapport qui peut être installé entre ces bâtiments, pour certains qui sont d'assez grande hauteur, et puis une vraie nature en ville. C'est vraiment l'idée qu'on joue sur ce contraste fort et qu'on va travailler avec des éléments bâtis, mais aussi avec des jeux de lisières et de vastes clairières. Ici, c'est un zoom sur la place de Malais. On est donc le long de l'avenue du Chablais. Le pont se trouve par ici, la voie ferrée ici. Et là, le principe, c'est effectivement de retrouver un grand parvis ouvert, minéral, où ici, les lignes de plantation sont relayées par des systèmes de lignes de fontaine. C'est une fontaine sèche. Bon, c'est un principe qui sera bien sûr affiné. Mais là, il nous semblait que le propos de cette place urbaine, c'était d'être une grande salle des pas perdus, un espace qui puisse être traversé en tous sens, dans lequel on puisse circuler, se poser sur les bords, avec des grands bancs, et avoir un dégagement nécessaire par rapport aux bâtiments, aux commerces qui vont se déployer. Je pense qu'il y a un enjeu aussi extrêmement fort sur ce quartier, c'est de faire en sorte que les rez-de-chaussée soient le plus actifs possible. C'est ce qui va permettre aussi qu'on se retrouve avec un quartier qui soit le plus vivant. Voilà ici quelques vues de la maquette pour finir, qui illustrent bien le propos, à savoir ce travail où on a associé très fortement différentes échelles de bâtis. On a aussi des bâtiments qui sont d'une autre échelle, là, qui sont beaucoup plus bas, qui sont
des endroits qui sont plutôt des logements avec des terrasses jardinées, des choses comme ça. On voit ici la diversité qu'on peut installer à travers cette règle d'écriture qui est très simple, celle des coulisses. Sachant que le propos, c'est effectivement de faire un morceau de ville qui allie à la fois la nature et la culture, puisqu'on a la chance d'avoir un théâtre et aussi la mémoire à travers ces traces industrielles et la modernité et l'urbanité à travers ce nouveau morceau de ville. Voilà. On va vous présenter d'autres projets. Donc le choix qu'on a fait, c'était effectivement de ne pas rester uniquement sur Malais, mais de montrer d'autres travaux qu'on réalisait pour certains ensemble actuellement, d'autres qu'on a réalisés chacun de notre côté, mais c'est parce que ça nous semblait intéressant de vous montrer notre point de vue et le regard qu'on peut avoir sur d'autres projets et les clins d'œil qu'il peut y avoir avec celui-là. Je te laisse présenter peut-être Reims. Oui, je n'ai pas besoin de ce micro. Tu peux le garder. Voilà, Reims Métropole. Donc, on a tenu à vous le présenter parce que ça présentait un peu la problématique du SDOL, du schéma directeur de l'Ouest lausannois, à savoir comment développer, dans ce cas précis, la ville de Reims. Donc, la ville de Reims nous demandait quelle métropole pour 2020. Voilà, là où se situe Reims, c'est une ville de 200, enfin une agglomération de 200 000 habitants à peu près, donc un petit peu plus petite que celle de Lausanne, qui compte 300 000, il me semble, à peu près. Donc voilà, entre Paris, qui est un point de densité, le point le plus dense de France, et puis l'arc de densité, la vallée du Rhin, qui s'étend jusqu'à, pas le Rhin, mais l'arc de densité, jusqu'à Milan. Voilà, donc elle est un petit peu entre les deux. Donc la ville de Reims avait terminé des travaux de contournement autoroutier, avait une base militaire de 500 hectares qui se libérait et se questionnait sur son devenir. Voilà, donc ça c'est la carte à laquelle on était arrivé de potentialité de développement, que, comme vous pouvez le voir, est concentrée autour de sa centralité. Donc, et ça a été un processus de réflexion que nous avons mené en développant un grand travail de cartographie, donc, qui nous a permis d'avoir une analyse et un regard un peu particulier sur le site, qu'on a développé sur plusieurs axes. Celui de l'urbanisation, donc on s'est aperçu que, excusez-moi, que la ville de Reims, en fait, s'était développée par plaques, un peu comme des plaques tectoniques d'urbanisation, et coupées ou reliées par des éléments paysagers, mais surtout des éléments d'infrastructure, des voies ferrées, une autoroute qui, cas particulier, passe par le centre de la ville de Reims. Voilà. Donc on s'est servi de ces analyses, de ces leviers spatiaux, ces friches ferroviaires et ces friches pour proposer une nouvelle armature paysagère, donc par l'installation de rocades, pouvoir libérer le centre-ville de son autoroute, pouvoir y requalifier et y installer un véritable cordon vert qui viendrait relier le futur. Voici la base militaire de 500 hectares qui était libérée. On avait proposé également d'en faire une ferme à l'échelle de l'agglomération, donc 500 hectares. Ça pouvait alimenter des circuits courts pour alimenter la ville. Donc voilà, ça c'était une autre idée en rapport avec le développement futur de la ville. Voilà, une analyse des déplacements, des transports, des rocades, des différents modes de desserte. Et tout cela croisé nous avait focalisé notre attention sur 5 clusters de développement possibles. Donc à la croisée de ces données, le paysage, les lisières, les infrastructures, les friches ferroviaires. Et développer également le réaménagement du centre-ville une fois que l'autoroute aurait disparu. Voilà, donc juste une méthode de travail où on avait croisé toutes les données, ce qui nous permettait à chaque fois d'en extraire des potentialités particulières sur chaque cluster. Voilà, donc ici une petite vue
où l'on voit que voilà, Reims aujourd'hui, avec ses densités, ses constructions, et Reims 2020, qui en fait s'est étendue sans se répandre en quelque sorte, donc qui s'est densifiée sur elle-même, donc ce qui était un peu, il nous semble, la démarche du SDOL. Donc, voilà. Voici une carte synthétique avec les 5 clusters, la ferme urbaine ici, les axes de développement, le centre-ville, les structures paysagères qui viennent relier tous les éléments entre eux. Voilà, tu avais peut-être... Oui, donc juste, on arrivait à la conclusion qu'on intervenait sur des continuités de parcours qu'on voit ici assez clairement à travers notamment des continuités de parc-promenade le long de la Seille. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'actuellement, Reims est coupé en deux par une autoroute et que le contournement Est permettait de supprimer cette voie rapide qui cisaille la ville et de recoudre, de retisser, de réactiver la ville à travers ces franges. En fait, ce qu'on avait vu aussi dans l'analyse urbaine, c'est que cette ville était constituée de plaques avec des espèces de blancs entre... ou de cisaillés de voie rapide, et que grosso modo, c'était les lieux d'interface et de couture sur lesquels il y avait une intervention forte à mener. Donc on voit ici les bords de la Seille et d'autres endroits où on avait au contraire des constructions assez importantes et une densification. Voilà. On vous présente également un projet qu'on a bientôt terminé alors ça s'appelle PDQ à Lausanne, à Genève. Voilà, un plan de quartier de Plan-les-Ouates et Cherpines aux portes de Genève, donc c'est en Suisse. Et c'est un quartier donc qui se développe sur 86 hectares. Donc ça correspond à tout le secteur malais pris dans son ensemble, mais légèrement moins dense. Donc voilà. Donc voici où se situe le quartier des Cherpines, donc à cheval sur 2 communes, Confignon et Plan-les-Ouates, sur un futur axe de tramway qui est à l'étude, et le long de la rocade autoroutière. Voilà. Donc on est vraiment à la lisière de la ville, donc ici ce qu'on voit en foncé. Et c'est encore un morceau de campagne. Donc il y a eu une votation pour déclasser les terrains et les rendre urbanisables. Donc on est vraiment sur, là, dans ce cas-là, un développement un peu naturel, et un développement de la ville de Genève qui, comme vous le savez, souffre particulièrement du manque de logement. Voilà, donc on est sur un site plat, bordé par l'Aire, qui est le cours d'eau, qui sera renaturalisé, avec des vues sur le Jura et le Salève. Donc première partie spatiale, donc parce qu'on structure le projet urbain en se fixant des invariants, qui sont ceux des liaisons justement. Les 3 principes, c'est-à-dire donner une identité au site en se basant sur le territoire, créer des liens, mais aussi de la souplesse dans le processus de construction. Donc voilà les premiers liens que nous intégrons. On est toujours pareil dans les sites vides, un peu vides, à la charnière entre des quartiers très différents, des zones agricoles ici, la Ziplo qui est une zone industrielle qui abrite toutes les horlogers prestigieux, les Verjus qui est un petit quartier pavillonnaire, et puis la Plaine de l'Air qui va être renaturalisée. Voilà, donc à cheval sur 2 communes, avec chacune leur programme, a priori pas du tout concerté, un programme plutôt, on va dire, de périphérie de ville, avec des gros équipements, du commerce, une plaine des sports, si possible, qui a priori était prévu clôturé, alors que Confignon désirait y développer un quartier de logement, des écoles, et également le long de l'autoroute, parce que effectivement l'autoroute est une nuisance, une zone industrielle, la leur, puisqu'eux ne bénéficient pas de la zone de Plan-les-Ouates. Et voilà, donc a priori 2 programmes. L'idée que chaque morceau se développerait sur elle-même. Voilà, donc on a proposé de fédérer. Le premier geste, ça a été de fédérer les programmations en leur proposant un grand espace public commun qui leur permettrait de se relier et de donner une identité au site
qui a la particularité donc de se développer sur 2 communes et qui révèle la plus grande dimension du site, une fois encore, qui est pour le coup la diagonale et qui relie le centre-bourg de Confignon vers le centre de Plan-les-Ouates, qui effectivement sont assez éloignés. Donc c'était comme un geste manifeste de fédération entre 2 communes. La diagonale, donc à 1,2 km, donc un espace ample, auquel on a essayé de donner la plus grande largeur possible, qu'on va tâcher de faire vivre en y concentrant la plupart des équipements prévus, des écoles, une école de cirque, plein d'autres programmes, et d'y intégrer aussi, alors évidemment des transports en commun, des transports alternatifs, et alors avec la renaturalisation de l'air, l'intégrer dans un grand réseau d'espaces verts qui sont également les terrains de sport qu'on a proposé de réorganiser et d'ouvrir pour qu'ils participent à transformer ce grand quartier en un grand parc et non pas en proposant des équipements clos. Voilà, donc avec des images un peu prospectives. Donc le grand parc des sports qui fait la liaison entre la plaine de l'Air et la route de base, la grande diagonale autour desquelles des équipements pourront se développer et qui mettront en liaison les 2 centres-villes par l'intermédiaire d'un quartier qui sera toutefois dense, parce que la SBP prévue, c'était 300 000 m² quand même, c'est pas rien. Voilà, donc un grand espace, alors ça c'est le parc des sports, voilà. Un grand espace qui n'est pas qu'un espace de représentation figé. On a proposé une programmation aussi de jardins associatifs qui pouvaient faire venir vivre les quartiers adjacents. Voilà, le parc des sports qui vient s'intégrer à un projet de parc plus global. Voilà. Et des typologies contrastées là aussi, parce que les espaces publics sont contrastés, hiérarchisés, différenciés. Donc voilà, avec a priori les équipements, les pieds d'immeubles avec des équipements, des programmes commerciaux, des bureaux, des activités en socle, des grandes hauteurs en périphérie, sur les grands espaces. Voilà. La diagonale, le parc des sports. Bon, ça, c'était un grand équipement, une aréna prévue. On verra, ça, ce sont des hypothèses programmatiques du moment. Le propre du projet urbain, c'est que ça évolue dans le temps. Donc, il faut bien fixer les invariants qui sont ceux de l'espace public et puis les péripéties programmatiques qui peuvent changer à tout moment par des circonstances, financement, économique, d'opportunités, de désirs politiques. Voilà. Donc les grands volumes sur les grands espaces, avec des systèmes de bâtiments de grande hauteur. Et puis des cœurs d'îlots un peu qu'on a développés sur le modèle du quartier à Fribourg. Voilà, la caserne, le quartier français de Fribourg qui s'appelle. Voilà, avec des cœurs d'îlots quasiment exempts d'automobiles. Voilà, petit panneau. On y marche, on s'approprie l'espace interstitiel qui devient presque communautaire et les voitures viennent y déposer des personnes éventuellement qui ont besoin de passer par là. D'où le système de stationnement qui se retrouve en périphérie, donc à quasiment la même, à une distance concurrentielle de celle du transport en commun. Donc transport en commun ou automobile sont sur un pied d'égalité, voilà. Et ce qui nous permet de libérer les cœurs, on ne va pas tout à fait appeler ça des îlots, mais des cœurs de l'eau, ici, de la voiture, et de vivre, même si on est proche du centre de Genève, on bénéficie d'un cadre de vie assez bucolique, ce qui est quand même ce qu'on recherche quand on s'installe un peu en périphérie, ce qui est le rêve de chacun. Bon, il y avait aussi tout un travail sur comment passer de la société à 6000 watts à la société à 2000 watts, avec des espèces de réflexions sur les énergies alternatives. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, on avait une usine de méthanisation qui pouvait servir à chauffer le quartier, se servir de la géothermie sous les grands terrains de sport. Et on avait également proposé, il y avait tout un travail sur la végétation, avec des essences qui symboliquement, voilà, c'est le schéma d'après, symboliquement pouvaient servir par une chaufferie, alimenter un équipement majeur du quartier. Donc il y avait aussi une trame productive végétale qui servait à alimenter le quartier.
Voilà. Puis je vous présente aussi l'Europan, qui, pour 2 raisons. Déjà, c'était le projet fondateur de l'agence, en fait. Vous voyez, 2006, c'était à la suite de ce projet lauréat à Lille que nous nous sommes associés. Et parce que le site également, le site de Malais, a fait l'objet d'une étude Europan. On l'a appris. Donc, comme quoi c'est un déclencheur d'idées. Voilà. Et on était également sur une friche ferroviaire, celle de la gare de Saint-Sauveur, aux portes de la ville. Voilà. Donc ici, au bord de la ville originelle, la ville ancienne de Lille, avec sa citadelle. Aux portes également de la ville 19e, encerclée par son pentagone de boulevard. En développement naturel de tout le site d'Euralille. Et voilà. Et d'un faubourg, le quartier de Moulins, qui est un faubourg 19e. Voilà. Donc quelle pièce allait-on apporter à ce puzzle dans lequel il manquait effectivement une pièce assez grosse. Voilà. Donc la première implantation du projet, une fois encore, ça a été de relier les quartiers opposés et rendre le site poreux. D'épaissir, parce qu'on pense que ce soit l'arborisation, la végétalisation, l'ampleur et la taille des espaces publics, c'est une plus-value sur la qualité d'un quartier, la qualité de vie, et qu'effectivement la densité passe par la générosité des espaces publics. On a épaissi, puis l'idée un peu spéciale de ce projet, c'était de boucler. Donc en fait, on n'était plus dans une logique de pur espace public, mais on avait proclamé que ce site-là bénéficierait d'un équipement, d'un paysage équipement. Donc le paysage et l'espace libre, l'espace de loisirs devenaient un équipement dans la ville et n'était plus un vide entre des pleins. Donc ça devenait presque un catalyseur. Voilà. Donc ça permettait, de par sa forme, de relier des éléments de quartier qui ne l'étaient pas, de façon assez efficace, en prolongeant la diagonale du Pentagone, en tangentiellement en se greffant au quartier d'Euralille, en proposant un équipement de plus parmi les équipements qui étaient projetés dans le quartier de Moulins, avec une maison des arts de rue qui était projetée, de venir compléter le maillon manquant entre les grands espaces verts de la ville, la citadelle, les grands boulevards et la grande ceinture botanique sud. Ça créait un enchaînement. Voilà. Et surtout un équipement qui, à maximum 200 mètres du nouveau quartier, on avait accès à un équipement, à une grande promenade infinie, en tout cas au minimum de 4 km de long. Voilà, sur lequel on pouvait développer une réflexion programmatique assez poussée, si on envisageait que ce soit vraiment un équipement phare de la ville, un équipement manifeste, donc avec possibilité d'avoir des expositions temporaires, des manifestations, des projections plein air, l'équivalent de Paris-Plage à Lille, et puis effectivement des bâtiments, des équipements qui viendraient se greffer ou se fondre dans l'espace public. Voilà. Ah oui, voilà. Alors, avec une grande fresque de ce que pourrait être la pratique joyeuse de ce grand espace euphorique en plein cœur de la ville. Voilà. Donc c'est un projet Europan, hein. C'est un projet un peu utopique, mais assez manifeste et militant pour un espace public investi, programmé et valorisé, et pas juste un entre-deux qui est la résultante de volontés constructives. Et voilà. Je passe la parole à Emmanuel. Ah oui, ça c'est aussi un projet qu'on fait en commun, qui se base aussi sur le plaisir métropolitain, en quelque sorte, à savoir pouvoir jouir des espaces publics, réinvestir les espaces publics, en leur apportant une attractivité, une plus-value par leur réaménagement. Voilà. Les quais bas de Rouen, les quais bas de la Seine à Rouen, qui sont actuellement de grands parkings, donc, voilà, et qu'il s'agissait de réaménager. Je te laisse la parole. Par contre, on ne va peut-être pas abuser de votre temps, parce qu'on on a dépassé le temps limite. On ne voit pas le temps passer. On va peut-être passer en vitesse. Donc c'est un projet qu'on réalise actuellement, qui porte sur 2 lieux en fait. C'est assez étonnant. La ville de Rouen nous a confié l'étude de toute une partie des quais bas en rive gauche et de la presqu'île de Wellington ici.
Donc c'est un travail en cours. Et comme le disait justement Astrid, c'est vraiment un travail de, comment dire, de réactivation dans l'espace public. On était sur le port de Rouen, qui a été totalement délaissé, qui est devenu un vaste parking. La question se pose de savoir ce qu'on peut en faire. Et notre propos, c'est de dire que ça peut être un parc, mais aussi une esplanade pour accueillir la fête foraine. Il se trouve qu'à Rouen, il y a la deuxième plus grande fête foraine de France, et qu'elle se tient à cet endroit-là. Donc on a dit pour parler avec les forains, pour voir comment on peut les réinstaller. C'est pas très simple, mais l'enjeu, c'est effectivement de travailler sur un espace qui accueille des événements et qui puisse vivre tout le long de l'année. Donc on a des séquences qui sont très différentes. Ici, une grande prairie qui fait face à la cathédrale, qui est un espace ouvert, très simple. Encore une fois, on prêche pour la modestie, la simplicité, l'ouverture. On n'est pas là pour faire des espaces qui soient compliqués, mais il faut en plus que ça soit facile à gérer, à entretenir. Donc une grande prairie, c'est quelque chose qui fonctionne merveilleusement bien et qui nécessite peu de maintenance. Et puis sur la partie esplanade, donc, qui est donc l'endroit qui va accueillir la fête foraine, là on a travaillé sur quelque chose d'un peu plus fin et un peu plus complexe à mettre en œuvre, puisque la fête foraine, quand elle s'installe, elle occupe toute la place. Donc ça nous contraignait à planter uniquement en lisière, contre une galerie voie ferrée et en bordure. Et ce qu'on voit ici en rouge, c'est ce qu'on appelle des vergers mobiles, c'est-à-dire que c'est des arbres qu'on plante dans des sortes de containers ou de wagons sur roulettes qu'on va pouvoir faire coulisser pour ménager l'espace de la foire. Et puis l'autre équipement majeur qu'on a proposé de faire, d'installer, de construire, c'est ce grand belvédère qui est en fait une tour panoramique qui permet de voir l'ensemble de la ville, qu'on a appelé la girafe en hommage aux grues du port qui ont été nommées de cette façon-là et sur lequel travaille FHY. Et c'est donc le propos, c'est de dire que une des façons de redonner de la puissance et de la force à ce site, c'est de venir installer cet équipement qui sera aussi couplé à une jetée, un escalier qui permet de relier le haut et le bas, un ascenseur et une sorte de maison dont le programme reste à définir, mais qui va être un lieu d'accueil, de manifestation, d'exposition, la maison du projet. Et que de cet endroit-là, on a une vue sur Rouen que personne ne connaît pour l'instant. Voilà. Et puis sur la presqu'île de Wellington, qui est un site actuellement monospécifique, industriel, le propos, c'est de préparer la transformation progressive et d'accueillir l'extension de la ville à terme, c'est-à-dire de nouveaux quartiers. Ça part d'un principe de fertilisation du site. On voit ici qu'on a des plantations importantes. Un travail de recueil des eaux pluviales, l'aménagement de ce bassin miroir au pied de cette tour qui s'appelle un marégraphe, qui était un élément qui permettait de mesurer les marées. Et le propos, c'est de voir comment, progressivement, on transforme un territoire industriel le plus sec et le plus stérile possible en un espace fertile pour accueillir, dans un second temps, un développement urbain. Donc ça rejoint une de nos préoccupations qui est celle du travail sur le temps et sur la durée. Ça sera le propos aussi sur Malais, puisque ce quartier va se constituer sur une durée forcément longue, et que notre travail consiste autant à aménager l'espace qu'à gérer le temps de sa constitution progressive. Et c'est aussi ce qui nous a poussé à proposer ce système de coulisses qui peuvent être constitués assez rapidement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que tout soit constitué, on peut déjà s'approprier le site. Ça rejoint notamment une démarche qu'on conduit actuellement à Saint-Chamond, près de Saint-Étienne, sur un site industriel extrêmement dur. On voit l'état actuel de l'espace. C'est le site du GIAT, c'est-à-dire c'est un endroit où on construisait tous les chars d'assaut. C'était une enclave dans la ville qui était derrière des murs et absolument inaccessible, avec des halles industrielles absolument magnifiques, mais qui sont gigantesques. Et le propos qu'on a développé avec le maître d'ouvrage et la ville, c'est de dire on a très peu de moyens, mais on aménage tout de suite le site avec 3 francs 6 sous, enfin vraiment très peu d'argent, à travers un parc qu'on a appelé un parc évolutif. On voit ici, on est sur le même point de vue. C'est les travaux qui sont en cours, donc là c'est une perspective. On pourra vous montrer des photos dans quelques temps, il y a le temps que ça pousse. Mais grosso modo, on a gardé l'enrobé en place au premier plan, on est venu le découper, on sème une grande prairie, on vient planter quelques îles de bouleaux qui vont pousser à toute vitesse, de graminées.
c'est une intervention qui coûte très peu cher, mais qui permet tout de suite d'ouvrir le site aux habitants qui ne le connaissaient même pas. Ils étaient voisins d'un espace de plusieurs hectares au centre-ville qui était complètement fermé. Donc la première action, ça a été de tomber les grilles, les murs, d'araser les murs qui permettaient même pas de voir le site de l'extérieur, et de créer un grand parc promenade qui va traverser le site de part en part. Et puis dans un second temps, toute une série d'équipements qui vont voir le jour. Cette halle va être progressivement transformée pour accueillir un marché, des commerces, une école, un centre culturel. On a des activités industrielles qui sont encore bien vives à côté, qu'on va faire côtoyer avec cet espace-là. Et puis aussi des activités sportives, une salle de concert, des choses comme ça. Mais c'est l'idée qu'on vient constituer les choses progressivement, pièce par pièce. Autre projet à Mâcon, là je vais passer très vite, c'est vraiment des citations, il faut les prendre comme ça. Mâcon, c'est un quartier d'habitat social qui se trouve un peu au nord de Lyon, en bordure de Saône. Là, on a été lauréat d'un marché des finitions sur tout ce quartier, donc c'est une surface assez grande, avec déjà un certain nombre d'options qui étaient prises et qui consistaient à démolir de nombreux bâtiments. C'est un quartier qui est fait de tours et de bars. Et notre propos, ça a été de dire, là aussi, on ne construit plus la ville avec uniquement des pleins, mais aussi avec des vides. D'où une proposition qui consiste à installer un grand parc promenade qui traverse la cité de part en part, et qui devient un peu la colonne vertébrale du site et qui permet de le relier avec ses franges. On a aussi tout un système viaire de traverse, c'est-à-dire qu'on avait un réseau complètement labyrinthique. On est revenu à un tracé de rue, là aussi, ça rejoint un peu Malais, des choses très simples, des rues qui viennent traverser le site, qui dessinent des grands îlots. Et dans ces îlots, on a des îlots résidentiels qui sont recomposés avec des bâtiments blancs qui sont les bâtiments conservés et en brun marron, les nouveaux bâtiments qu'on vient construire, qui sont d'une autre échelle et qui permettent de s'ouvrir sur le site. Il faut savoir par exemple qu'ici on a actuellement une immense barre qui coupe complètement ce quartier des continuités avec ce qui se passe à côté. Donc le propos, c'est vraiment, encore une fois, de relier, de tisser, d'ouvrir et de réactiver les usages. Et là, notamment, ce qu'on a développé, on voit ici le parc promenade tel qu'il est constitué actuellement, avec cette espèce d'allée serpentine qui vient se faufiler entre les bâtiments existants, mais qui d'un seul coup, là encore une fois, redonne la plus grande dimension du quartier. Et puis on est venu installer dans ce quartier des bandes de jardins familiaux, parce qu'en fait, comme c'est souvent le cas dans ces grands ensembles HLM, les villes se retrouvent avec des hectares d'espaces verts qu'elles ne savent plus entretenir, parce que ça coûte un fric conséquent. Et du coup, on a proposé de rendre aux habitants une partie de ces surfaces sous forme de jardins familiaux, de jardins partagés. Il y a une demande extrêmement forte. Pour tout vous dire, actuellement, le maître d'ouvrage, qui était très réticent au départ en disant qu'est-ce qui va se passer dans ces jardins familiaux, nous demande de doubler les surfaces et d'avoir des parcelles de plus en plus petites. Voilà, parce qu'il y a une vraie demande. Et ensuite, c'est aussi un lieu de vie sociale très important. Notre première expérience, on l'avait fait à Vaux-en-Velin, à proximité de Lyon, dans une cité extrêmement dure, la Thibaude, où là aussi, il y avait pareil une énorme inquiétude de la part des maîtres d'ouvrage en disant on ne va pas maîtriser ce qui se passe dans ces jardins. Et en fait, ça a permis tout simplement de faire en sorte que les adultes redescendent au sol. C'était un quartier où vraiment le sol était squatté par une seule tranche d'âge, des hommes de 15 à 30 ans, point barre. Et donc on est très, très, comment dire, très soucieux de l'usage qu'on peut donner des usages qu'on peut proposer aux habitants, y compris dans les cités. C'est aussi une de nos propositions sur Malais, de dire que le long du parc, on va avoir un habitat assez dense. On ne peut pas se permettre d'avoir des jardins, des maisons mitoyennes. Par contre, on peut avoir des petites bandes de jardins qui sont en bordure, en lisière, entre la promenade fleurie, par exemple, et des secteurs d'habitat plus denses. Et ça nous semble une bonne façon de jouer cette interface. Et enfin, pour finir, juste une citation sur les berges du Rhône, qui est une réalisation qu'on a faite récemment, qui a été livrée en 2007. Simplement pour dire que c'est un peu un projet manifeste pour nous, dans la mesure où le propos, c'était
avant tout, là aussi, de restituer des espaces d'usage en plein centre-ville. On voit ici le Rhône qui s'étire, donc c'est un projet qui s'étire sur 5 km, 10 hectares, mais avec des séquences extrêmement différentes, puisque l'espace disponible des bas-ports oscille entre 5 mètres au point le plus étroit et 70 mètres. Donc tout le travail, ça a été de voir comment on pouvait tirer parti de ces différentes configurations d'espace et proposer des lieux qui répondent à la demande sociale importante sur ce territoire. Il faut savoir que l'enjeu aussi, c'est que ces berges du Rhône permettent de rejoindre le parc de la Tête d'Or et le parc de Gerland, et que le fait de rendre à nouveau aux piétons cet espace a permis de constituer une sorte de grand parc promenade sur ces 5 km de long. On voit ici la séquence des terrasses de la Guillotière, où on a eu une intervention très forte, puisqu'on avait un quai qui coupait complètement la continuité entre le quai haut et le quai bas, et qu'on est venu installer ces grands gradins, qui sont depuis un lieu de rendez-vous important. Et on voit ici le système de promenade piétonne et cycle qu'on a déployé sur l'ensemble du linéaire. Bon, je ne rentre pas dans le détail, c'est juste plus une citation qu'autre chose. Simplement pour exprimer aussi que notre souhait, c'est de faire des espaces qui soient le plus simples, parce qu'on est convaincu que plus les espaces sont simples, plus ils sont facilement appropriables par tout le monde. L'autre chance qu'on a eue sur les berges du Rhône, c'est que les contraintes liées aux crues ont absolument empêché de faire des espaces clôturés. Donc ça nous a évité de faire des aires de jeu fermées, des aires pour les chiens, des aires pour les vieux, mais de faire vraiment un espace qui soit le plus citoyen et le plus mitoyen possible, où chacun, je crois, trouve sa place. Donc on voit ici les terrasses. Alors ça c'est une perspective, ça sera dans quelques années. On vous donnera un rendez-vous pour voir si ça a poussé autant. Pour l'instant c'est pas encore aussi ample. Mais on voit le propos de ces gradins qui permettent de descendre depuis le niveau de la ville jusqu'aux berges. Et des espaces sur lesquels on peut jouer aux boules, ou se poser, ou aller faire son marché à côté. Donc des espaces ouverts et surtout des espaces vivants. On voit ici d'autres lieux, donc ces fameuses aires de jeu qui ne sont pas clôturées, mais qui sont juste délimitées par des grands bancs. Donc, et puis des systèmes de méridiennes qu'on a adossés au Perret. Et puis là encore, moi j'ai essayé de tirer parti de l'espace. On est venu simplement installer ces toboggans qui prennent appui sur le quai ancien qui préexistait. Et pour finir, un espace qui pour moi est assez emblématique du travail qu'on souhaite mener, à savoir une recherche de mixité. Il y avait une demande importante, il y a une concertation très forte sur les berges du Rhône. Il y avait une demande notamment d'avoir un équipement de skate. Et on a fait le choix d'installer ces équipements de skate, ces bols, pour partie au milieu des gradins. Et pour moi, c'est un peu un symbole de la réussite de cet espace, c'est que toutes les générations s'y côtoient. C'est pas un lieu qui a été squatté par une tranche d'âge ou par... voilà. Et donc c'est l'idée que dans un même espace public, tout le monde puisse se côtoyer et se rencontrer. Voilà. Je crois qu'on a fini.